Bien. Mes chers amis, Monsieur le Ministre, vous nous faites un immense plaisir d'être ici. Je sais que votre emploi du temps, surtout un vendredi, quand on est originaire du Lot-et-Garonne, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est une grande joie de vous accueillir, à la fois en tant que président de la demeure historique, et puis je peux l'ajouter, mais c'est entre nous, à titre personnel aussi, mais ça, on le gardera pour nous deux. Je voulais dire que vous avez, le ministre Ayrault, lors de la deuxième conférence annuelle du tourisme organisée par le ministère des Affaires étrangères, a redit sa confiance et son optimisme pour le secteur touristique, car la France, je cite, dispose d'atouts culturels et naturels uniques qui attireront toujours les touristes du monde entier, et car la stratégie de développement de l'attractivité touristique est partagée par tous les professionnels du secteur et les partenaires dans les territoires. Je crois que vous avez aujourd'hui, en direct et par représentation, un très bel échantillon de celles et ceux qui, au travers de notre association, avons la responsabilité de plus de 3000 monuments historiques répartis sur l'ensemble du territoire national. Votre présence ce jour atteste de votre soutien direct à ce secteur économique des monuments historiques et témoigne de l'importance que vous lui accordez et qu'accorde le secrétariat d'État dont vous avez la charge, le secrétariat d'État notamment en charge du tourisme, lequel concourt à définir et à mettre en œuvre notre politique de promotion du tourisme, de développement de l'offre touristique et de la promotion de l'image et de l'attractivité de la France. Il y a presque un an, jour pour jour, c'était le 13 novembre 2015, dans cette même salle, nous nous réunissions pour le 91e congrès de la demeure historique. Dans l'après-midi, nous avions eu un témoignage très émouvant de Mahmoud Abdelkarim, directeur des Antiquités de Syrie, qui nous racontait, et je crois, comme vous, avoir vu pour la première fois de ma vie dans cette salle une longue standing ovation après son intervention, qui nous expliquait comment, dans des conditions terribles, il sauvait le patrimoine de la Syrie avec des tas de bénévoles. Et puis le soir, pendant notre soirée consacrée au mécénat, attirée par Stéphane Bern, eh bien, nous avons appris que notre pays était submergé par l'horreur des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, donc, nous avons cette pensée, évidemment, mais nous sommes aussi pour regarder avec vous l'avenir. Et car nous savons, si la France reste la première ou une des premières, ça dépend des classements, destination touristique mondiale, notre secteur touristique a particulièrement souffert de plusieurs effets. Bien entendu, l'effet attentat, l'effet mouvements sociaux, l'effet inondation, et tout ceci, mis bout à bout, nous oblige à nous serrer les coudes, que l'on soit acteur privé ou public, que l'on soit responsable au nom du gouvernement de la politique touristique, mais aussi plus largement du patrimoine également. Je voudrais évoquer 2 ou 3 sujets avec vous, et très librement, vous le savez, c'est l'esprit de ce lieu, et nous avons pu débattre sur un ton parfois très vif avec les représentants de l'État ce matin, mais toujours avec beaucoup de sérieux, d'efficacité et de pragmatisme. Premier élément que je voudrais mentionner, et je l'ai rappelé ce matin, nous avons été heurtés qu'au nom de la solidarité gouvernementale, votre collègue ministre de la Culture abandonne le patrimoine à, je ne vais pas dire l'énergie éolienne, à la finance éolienne, alors qu'il y avait eu, à nos yeux, un formidable consensus gauche-droite sur un amendement initialement porté par le sénateur du Jura Barbier, puis admirablement relooké et adapté par Patrick Bloch et sa commission à l'Assemblée. Et nous pensions à ce moment-là qu'il y avait un consensus général pour permettre qu'il y ait une meilleure régulation, notamment en covisibilité des monuments historiques. Patrick Bloch est un habitué de ce congrès, il était encore là l'année dernière. Et nous avons été évidemment très déçus, je vous le dis très librement, et que la ministre, lors du débat à l'Assemblée, assimile en gros, je le dis de façon caricaturale, les champs d'éoliennes à de simples lotissements, puisque ce sont les termes qui ont été utilisés, alors je les adapte évidemment dans mon sens. Mais néanmoins, le ministre en charge de la culture ne peut pas ignorer 2 choses. C'est que premièrement, les acteurs que nous sommes, y compris ceux qui ne sont autour de nous dans le cadre associatif, se battent contre non pas l'énergie éolienne, mais son mitage ou son développement anarchique et pour des raisons avant tout financières et pas forcément écologiques. Nous sommes nombreux à dépenser bêtement des sommes inutiles en honoraires d'avocats, alors tant mieux pour eux, au lieu de mettre cet argent dans les monuments. Deuxièmement, nous comprenons pas que nous puissions être comme ça abandonnés par la ministre de la Culture. Et ce n'est pas un problème gauche-droite, parce que je le dis, comme je l'ai dit ce matin, depuis la circulaire Albanel,
tous les ministres de la Culture qui se sont succédés, qui soient de toute majorité, ont un peu battu, se sont avoués battus sur le sujet. Vous qui avez aujourd'hui la charge de l'attractivité de la France, ne sous-estimez pas ce problème. C'est un problème qui, un jour, coûtera cher, encore plus cher à notre pays. Deuxième élément, nous avons été confrontés aux questions de sécurité, aux questions de sécurité des personnes, sécurité aussi des personnes et des biens avec l'épisode des inondations. Et nous voulons aussi attirer votre attention sur la nécessité, certes, de prendre en compte la sécurité vis-à-vis des agressions de tout type, d'attentats en particulier, des agressions des éléments inondations, mais gardons à côté du principe de précaution le principe de discernement. Je voudrais évoquer à titre anecdotique ce qui est arrivé à notre cher ami Henri Carvalho, qui est propriétaire et très talentueux du château de Villandry, qui est en plus le berceau de la demeure historique et qui a été contraint, sur instruction du préfet, de fermer pendant 8 jours Villandry en pleine saison estivale, sous prétexte qu'il y avait un risque d'inondation du Cher. Le Cher n'était pas sorti de son lit, mais il y avait un risque. Perte sèche, 15 000 visiteurs, fermeture en pleine journée d'ouverture au public. On marche sur la tête, il faut savoir raison garder. Mais néanmoins, nous assumons, et je peux vous le confirmer, notre responsabilité. Nous participons aux travaux confiés au préfet Végel, qui nous sommes donc représentés au sein d'un des groupes de travail de cette commission, notamment pour ce qui est pour mettre en œuvre avec les services de l'État une sorte de vade-mecum utilisé par les organisateurs d'événements culturels d'ouverture au public. Donc nous prenons très au sérieux notre responsabilité en matière de sécurité, bien entendu. Troisième élément que je voudrais évoquer, c'est la question des crédits. Alors je vous rassure, on ne va pas vous demander d'argent, mais le ministre en charge du tourisme ne peut pas rester, absent de ce débat budgétaire. Il ne s'agit pas de tendre la main et dire il faut plus d'argent. Tout le monde sait bien que notre République et son budget, et je suis, comme vous le savez, très proche de votre collègue en charge du budget, nous avons la responsabilité aussi nous sommes des citoyens, des contribuables, et nous n'allons pas nous demander des choses. Mais nous voulons que les crédits qui sont votés par le Parlement, nous l'avons redit ce matin aux représentants de l'État, soient vraiment utilisés. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le bilan de l'exécution budgétaire depuis une dizaine d'années et les crédits effectivement consommés en fin d'exercice au titre des monuments historiques, il y a un écart qui nous paraît trop important et qui va de 20 à 80 millions. Et si on nous a expliqué ce matin qu'il y avait le gel, le supergel, le rabot et parfois le dégel, ça n'est pas raisonnable de s'abriter derrière cela. Alors nous avons un résultat que je qualifie de positif. C'est clair, le sous-directeur des monuments historiques nous a dit « Faisons un état des lieux ensemble pour au moins que nous ayons les mêmes chiffres. Après, on pourra retravailler sur la façon dont ces chiffres sont utilisés au sens des crédits. » À propos des crédits, vous savez que les départements soumis aux pressions sociales se sont progressivement désengagés des monuments historiques qui ne leur appartiennent pas. On est tombé en 3 ou 4 ans de 10 millions au niveau national à moins de 5 millions. Dans ce même temps, les régions sont restées à 3-4 millions, quand l'État est à environ 25 millions par an. Vous voyez, les sommes sont ridicules. Si je mets bout à bout ces chiffres, j'arrive à un peu plus de 30 millions, rapportés à plus de 20 000 monuments historiques classés ou inscrits qui appartiennent à des personnes privées, donc la moitié du patrimoine national. Eh bien, on arrive à des ratios tout à fait peu significatifs, même si, bien entendu, nous ajoutons aussi la dépense fiscale, mais qui est estimée aussi par les rapports de l'inspection des finances et du budget à environ 40-50 millions. Donc, en doublant le ratio, on n'arrive pas à des sommes extraordinaires. Donc, il ne s'agit pas pour nous de demander au gouvernement plus d'argent, mais de mieux consommer les crédits qui sont votés par le Parlement et de ne pas s'abriter derrière un jeu un peu de barbichette avec les collectivités en disant si les collectivités n'y vont pas, nous on réduit la voilure, etc. Parce que le dindon de cette mauvaise farce, c'est le patrimoine et c'est l'attractivité de la France, sans parler des emplois et souvent des savoir-faire qui y sont attachés. Alors nous avons adressé récemment, profitant de la réorganisation territoriale, une lettre ouverte aux présidents de régions de France, aux présidents et aux présidents de toutes les régions de France, en leur disant, écoutez,
puisque les contrats de plan État-région ont été votés en 2015. Maintenant, les régions sont souvent réassemblées. Il y a nécessité d'harmoniser ces contrats de plan État-région. C'est l'occasion de rappeler à tout le monde, et aux élus en particulier, que le patrimoine est une infrastructure parmi d'autres et est un élément d'attractivité des régions, un élément économique avant d'être simplement culturel ou ludique. Alors, j'ai eu le plaisir, même si cette lettre n'est pas engageante, mais en tout cas, le président Richert, qui est en plus le président de ma région, nous a répondu il y a 2 jours en disant « Écoutez, je suis prêt à ouvrir une discussion. Une discussion, ça coûte pas très cher de toute façon. Donc ça, on peut le faire et on peut accorder, on peut le considérer cet engagement est sérieux, on va dire. Au-delà de cette boutade, ce que je voudrais dire, c'est qu'il nous paraît important qu'il y ait une double réflexion, et je pense que vous pouvez avoir une impulsion sur cela. C'est de réfléchir dans ces réorganisations des CPER au regard du patrimoine, non pas comme une danseuse, non pas comme un truc de propriétaire privé ou de châtelain, mais vraiment comme un élément d'attractivité d'un territoire, un élément de diversification de cette attractivité avec des activités complémentaires différentes. Et encore une fois, je l'ai souvent dit dans ces lieux ou ailleurs, il n'y a aucun clivage public-privé. Nous sommes nombreux dans cette salle à avoir des mandats. Moi, j'étais moi-même 6 ans administrateur du Centre des Monuments Nationaux. J'ai toujours aimé, pour moi, ce mélange public-privé. Ça, c'est obsolète. Il faut qu'on ait maintenant une vision plus collaborative sur les territoires. Et je crois qu'il faut que, peut-être, au travers des régions, nous soyons aussi capables de lever ces fameuses dettes Juncker, parce que quand les taux d'intérêt sont à moins de 1%, pourquoi ne pas imaginer qu'avec l'aide de l'État, l'aide non pas budgétaire mais opérationnelle, on puisse avoir, au titre du patrimoine, un projet par région de collecte de financement Juncker pour avoir de la dette qui complète les subventions. De la dette longue à 1%, c'est intelligent et ça permet de financer des équipements en matière de patrimoine, équipements touristiques. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce dispositif n'est pas utilisé par les régions et peut-être pas assez par les représentants de l'État. Voilà ce que je voulais dire, quels sont un peu nos sujets. Vous dire également, et je terminerai un peu sur ces thèmes, que la transmission, vous êtes, je crois, le Benjamin du gouvernement, ou presque, vous êtes très jeune, et donc ici aussi, la question de la transmission nous préoccupe. En 2014, nous avions eu la chance ici d'avoir 3 très jeunes de moins de 30 ans qui avaient témoigné, et ensuite 3 personnalités emblématiques de notre pays, de la société civile, Daniel Rondeau, Henri de Castres, François Villeroy de Galhau, et tous les 3 nous avaient invités ici, vous vous en souvenez, à réinventer les modèles économiques du patrimoine de demain. Et c'est ce que nous devons faire ensemble. Et nous avons donc créé à cette occasion un groupe de jeunes repreneurs. Ils sont maintenant 80. Donc ce ne sont pas des vieux châtelains à tempe grise, ce sont des jeunes qui sont opérationnels. Nous avons depuis aujourd'hui 3 administrateurs sur 24 qui ont une trentaine d'années. C'est symptomatique et symbolique. Et je crois que c'est important que nous ayons à cœur de lancer ces jeunes. Et je terminerai par ce point. Nous avons ce matin évoqué notre Fondation pour les monuments historiques qui prend un envol nouveau avec son statut que nous recherchons de fondation abritante et qui aura pour vocation, entre autres, de financer la formation d'une filière de gestion des monuments historiques, qu'ils soient publics ou privés, c'est-à-dire notre idée, c'est de pouvoir, grâce à l'argent que recueillera cette fondation, aussi financer une chaire ou l'autre à HEC, à l'École hôtelière de Lausanne en partenariat, pour que demain, il y ait des vrais pros. Et la jeune femme qui vient de vous tendre le micro est l'animatrice du pôle des jeunes repreneurs. Je pense qu'il y a un vivier extraordinaire pour susciter toutes ces vocations nouvelles. Voilà, Monsieur le Ministre, un peu de façon pas désordonnée, mais sur différents registres, ce que je voulais vous dire. Et nous avons pu le dire à la Commission, ou à Martin Malvy, qu'avec Monsieur le ministre Ayrault, à qui vous avez donné une mission. Donc tout ce que je viens de vous dire, nous le lui avons déjà dit et j'espère que ça vous remontera dans son rapport. Voilà, je vous laisse la parole et encore une fois, je vous remercie infiniment de nous apporter à la fois le soutien du gouvernement, votre jeunesse et votre attachement territorial qui sont 3 éléments importants aujourd'hui pour nous tous.
Merci, Monsieur le Président, cher Jean de Lamberty, Monsieur le Président européen, Mesdames, Messieurs, d'abord merci beaucoup pour votre invitation ici. J'en suis moi-même aussi très heureux pour les deux raisons que vous avez indiquées au début. Merci à vous de votre accueil. Quelques mots à la fois sur le fond des choses et puis pour essayer de répondre aux différentes interpellations et pistes que vous avez suggérées. D'abord pour saluer votre travail. Ça fait plus de 90 ans que cette association œuvre pour défendre le patrimoine français, pour défendre ce que notre pays a parmi les choses les plus belles, son histoire, son patrimoine, ses monuments. Et je veux vraiment saluer à travers vous, Monsieur le Président, toutes les équipes qui s'engagent et qui le font au niveau national comme partout en France. Et j'ai souvent l'occasion dans mes déplacements, mais aussi en Lot-et-Garonne, qui est représenté d'ailleurs ici aussi, de constater l'effort, mais surtout la passion que cela représente. Et y compris pour des raisons personnelles, je sais très bien ce qu'il en coûte en passion, en engagement, souvent en argent, de faire vivre les monuments, de faire vivre les vieilles pierres, de faire vivre les demeures historiques que vous habitez, que vous possédez ou que vous avez acquises. Et nous sommes un pays attaché à son histoire, attaché à son patrimoine, bien avant Prosper Mérimée d'ailleurs. Nous sommes de longue date une nation ancrée dans une histoire millénaire. Pierre Nora a écrit des choses magnifiques là-dessus dans les lieux de mémoire, avec à la fois les lieux de mémoire dans leur ensemble qui reflètent d'une certaine manière le travail que vous faites, mais avec des chapitres spécifiquement consacrés à la passion française pour le patrimoine, en disant pourquoi cette passion reflétait aussi quelque chose de profond, de l'âme de notre pays, de l'identité de notre pays, et contrairement à ce qu'on entend parfois ici ou là, c'est une identité ouverte, complexe et enrichie au fil de l'histoire. Tout cela donne beaucoup de sens au travail que vous menez et souvent aussi au choix de vie que vous avez fait. Donc pour cela, évidemment, beaucoup de respect de ma part, mais aussi bien au-delà des autorités publiques, du gouvernement, mais de tous ceux qui, dans la sphère publique, vous accompagnent et travaillent avec vous. Nous sommes aussi un grand pays touristique. Pendant longtemps, cela a été sans doute un peu sous-estimé, parfois presque méprisé, alors que c'est un secteur économique à part entière. Et dans les débats que vous avez aujourd'hui, les tables rondes que vous organisez, vous êtes totalement tourné vers cela, à la fois ancré dans une tradition, une histoire, mais tourné vers l'innovation et puis vers le réalisme économique, vers les modèles économiques à inventer pour que tout cela fonctionne. Donc cela est absolument fondamental. Nous sommes la première destination touristique au monde. Ça, pour le coup, c'est incontestable, quels que soient les classements. 85 millions de touristes accueillis en 2015, qui est un nouveau record de touristes étrangers. Et à cela s'ajoute l'équivalent de plus de 2 fois plus de touristes qui visitent, si on compte les nuitées, qui visitent leur propre pays. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu 3 fois plus de Français tout d'un coup que ceux qui existent, mais 170 millions d'équivalents touristes français ont visité leur pays. Bref, nous sommes la première destination touristique au monde en termes de flux, en termes d'accueil. Nous devons travailler, et c'est là-dessus qu'il y a pour le coup un sujet, pour que les touristes dépensent davantage d'argent et plus de dépenses en France. Et je pense que c'est aussi sur cela que nous avons un travail très important à faire ensemble. Dans la politique touristique qui est portée au niveau du gouvernement, mais avec tous les partenaires publics et privés, l'idée est bien que le tourisme bénéficie au maximum à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des territoires de notre pays. Les grands sites réputés et connus, les grandes régions bien sûr, mais aussi au-delà, pour irriguer l'ensemble du pays avec ce qu'est le tourisme et international et national. D'où les contrats de destination, d'où le travail de promotion internationale extrêmement fort. Et dans ce travail de promotion, croyez bien que tout ce qui touche au patrimoine et à la culture est tout en haut des priorités. Et je ne dis pas cela parce que je suis devant vous, mais parce que toutes les enquêtes d'opinion montrent que lorsqu'on interroge les touristes internationaux sur les raisons qui les font venir en France, la première, mais vraiment loin devant le reste, la première réponse, c'est pour la culture et pour le patrimoine français. Assez proche quand même de la gastronomie, pour être tout à fait honnête. Et avec peut-être, je ne devrais pas dire ça ici, mais un brin d'hypocrisie dans l'ordre de préférence. Peut-être que certains viennent quand même d'abord pour la gastronomie, mais la vraie gastronomie est quand même mieux appréciée lorsque l'entourage s'y prête aussi et que
tout ce qui vient autour, évidemment, souligne la qualité des mets et des vins. Donc il y a une cohérence extrêmement forte à présenter cela. Et dans le prestige de notre pays, dans l'attrait de notre pays à l'international, c'est vraiment quelque chose qui est réputé, reconnu. Le lien entre gastronomie, patrimoine, viticulture est extrêmement puissant et doit être développé. Je crois énormément à l'avenir du tourisme rural, à l'avenir du tourisme patrimonial, et donc nous avons travaillé sur un certain nombre de choses très concrètes là-dessus. D'abord la promotion, je vous le disais, et en particulier dans un moment aussi dur que celui que traverse notre pays aujourd'hui. 2016 n'est pas une bonne année pour le tourisme. Ce serait évidemment se masquer complètement la réalité que de dire cela. Et nous devons rester attractifs et plaider l'excellence française partout dans le monde. Ce sont aussi les mesures que nous avons prises pour l'investissement. Et nous avons mis en place, lorsque Laurent Fabius était encore ministre des Affaires étrangères, et ça a été confirmé par Jean-Marc Ayrault, un fonds d'1 milliard d'euros d'investissement spécifiquement dans le tourisme. Et donc c'est de l'argent public, mais dont le but est d'avoir un effet de levier, estimé de 1 à 10, pour des projets publics comme privés, de montée en gamme, de diversification dans le tourisme. Et il faut que nous puissions d'ailleurs, Monsieur le Président, là-dessus regarder comment des projets peuvent être éligibles. Il n'y a pas 36 secteurs dans lesquels aujourd'hui un membre du gouvernement peut se promener en disant qu'il y a un peu d'argent disponible. Ça ne veut pas dire qu'il sera nécessairement octroyé à tout, c'est pas vrai. Mais il y a ce fonds qui a pour but d'accompagner des projets touristiques d'envergure. Et donc, c'est évidemment quelque chose à regarder de très près. Nous avons travaillé sur la formation aussi, et à chaque fois avec les professionnels, parce que c'est avec vous et avec les professionnels du tourisme que doivent se faire les choses. Formation linguistique, formation aux différents métiers, vous l'avez dit, et là-dessus, tout le travail que votre association a engagé est absolument majeur. On est à votre disposition, évidemment, pour voir comment l'accompagner et l'approfondir, au niveau de l'État comme au niveau des régions, car elles sont aujourd'hui absolument pilotes sur tout ce qui concerne la formation, la mise en œuvre des formations. Et étant moi-même élu en région Nouvelle-Aquitaine, je sais vraiment que c'est ce niveau-là qui permet de faire le lien avec les territoires, avec le terrain, et d'avoir l'analyse suffisamment fine pour avoir la bonne approche. Et je crois vraiment que tout ce que vous faites pour former, y compris vos membres, est absolument indispensable, parce que bien souvent, c'est un métier d'une exigence incroyable, et d'autant plus la structure est petite, plus vous êtes amené à tout faire, et à faire à la fois de la comptabilité, de la promotion, la communication, le suivi, les normes, etc. Donc, avec tous les risques juridiques en plus que vous avez soulevés et qui existent aussi. Par ailleurs, nous avons confié une mission à Martin Malvy, vous y avez fait référence, et vous avez amplement nourri sa réflexion et ses travaux. Moi, j'échange régulièrement avec lui sur l'état d'avancement, et vous avez fait ce travail-là. Il doit remettre courant décembre ses propositions, que nous examinerons bien sûr de très près pour qu'elles soient mises en œuvre, et je fais toute confiance à Martin Malvy, qui par ailleurs préside l'association Ville, Pays d'Art et d'Histoire, pour que ce soit des propositions très exigeantes et très pragmatiques à la fois, qui puissent être mises en œuvre sur le long terme, car c'est aussi de long terme qu'il est question là-dessus. Vous m'avez ensuite interrogé sur un certain nombre de points, et si vous le permettez, je vais vous répondre sur chacun d'entre eux. D'abord, sur la question des éoliennes, pour dire à la fois au titre de la solidarité gouvernementale, mais parce que vraiment je crois, et sans dévoiler tout l'arrière-boutique du fonctionnement gouvernemental, dans un gouvernement, vous avez des débats, des arbitrages, et une fois qu'ils sont rendus, c'est ainsi. Avec Audrey Azoulay, nous n'avons pas gagné l'arbitrage sur les éoliennes. Et je ne vais pas vous dire le contraire, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Parlement. Mais le débat a eu lieu, et je crois pouvoir dire vraiment, sans trahir la vérité, qu'elle était extrêmement engagée, comme je l'ai été, comme d'autres l'ont été, pour essayer d'avoir quelque chose d'extrêmement positif pour vous. La solution aujourd'hui ne l'est pas. Il faut qu'on voit là-dessus comment travailler, comment avancer, et puis comment être capable de prendre les bonnes décisions, y compris au niveau du terrain. Parce qu'à l'évidence, quand vous avez des éoliennes qui par ailleurs sont une forme d'avenir pour le mix énergétique français, qui s'installe juste à côté d'un site touristique majeur, on voit bien qu'il devient un peu moins majeur, et ce, presque automatiquement. Bon, je ne peux pas tellement vous dire plus, mais je voulais dire ce mot-là sur Audrey Azoulay, y compris parce qu'elle est extrêmement attentive à la question du tourisme culturel. Et nous organisons le 16 décembre prochain,
au Centre Pompidou, les premières rencontres du tourisme culturel que nous avons montées ensemble, organisées ensemble, auxquelles évidemment vous êtes les bienvenus. J'espère que l'association pourra être représentée précisément pour travailler dans cette perspective-là. Le deuxième point, c'est la question des risques et donc du droit, et de l'application du droit. Alors là-dessus, vous m'avez signalé un certain nombre de décisions. Il y a différents types de cas de figure. Il y a des décisions absurdes. Je crains que celle que vous avez mentionnée tombe clairement dans cette catégorie. Donc je ne peux pas dire beaucoup plus. Et puis après, il y a les décisions dans la zone grise, où les gens attendent des choses totalement contradictoires de la part de l'État, c'est-à-dire à la fois le moins de normes possible pour pouvoir être tranquille, et en même temps le risque zéro à chaque fois qu'ils exercent une activité. Et donc au milieu de ça, ceux qui doivent prendre des décisions essayent de les prendre. Bon, alors encore une fois, ça n'empêche pas les décisions absurdes et complètement décalées. Mais il y a, je pense, ces deux aspects-là. S'il y a du droit à revoir, il faut le regarder aussi. Je sais que vous faites une veille juridique extrêmement attentive là-dessus et que vous alertez souvent les pouvoirs publics là-dessus. Sur la question des crédits, donc je suis très attentif, bien sûr, dans le cadre du débat budgétaire sur tout ce qui concerne le tourisme et tout ce qui concerne aussi sa traduction budgétaire. Après, dans le contexte budgétaire que vous connaissez et que vous avez eu d'ailleurs la totale honnêteté de rappeler, donc je ne vais pas aujourd'hui promettre monts et merveilles, si ce n'est que sur les aspects touristiques, il y a ce volet investissement qui est extrêmement important et sur lequel nous avons travaillé. Et puis, dernier point sur lequel vous m'avez interpellé, c'est les régions. Je sais aussi, et vous l'avez rappelé, que le président de l'Association des régions de France, le président Richert, a été attentif à votre démarche et vous a répondu qu'il y aura des réunions. Je suis à votre disposition pour là-dessus aussi travailler. Les contrats de plan État-région peuvent être actualisés tout au long de leur durée de vie et certains le seront dès l'année prochaine. Donc là-dessus, il y a un travail de sensibilisation très important à faire. Je sais que vous le portez auprès des élus régionaux, auprès de l'État, mais je suis absolument convaincu que dans beaucoup d'endroits, ça se passera très bien et très naturellement, et ce, quelle que soit par ailleurs la couleur politique des régions. Il y a eu la réforme territoriale, il y a eu donc des redécoupages, vous connaissez ça par cœur, mais je pense que les nouvelles équipes seront toutes, sauf vraiment problème incompréhensible, attentifs à cela, et auront à cœur de pouvoir intégrer les politiques patrimoniales dans les cas où ce n'est pas encore fait. En tout cas, n'hésitez pas là-dessus aussi à ce qu'on ait le lien très étroitement. Moi, je travaille très bien avec le président de l'Association des régions de France, qui est un homme de terrain et qui, sur l'ensemble des choses, souhaite que cela avance bien. Un tout dernier mot pour vous dire que je suis très attentif aussi à tout ce que vous faites sur la transmission et le travail avec les jeunes. Ça rejoint ce que nous avons fait, notamment sur les métiers d'excellence en matière de tourisme. Et si je peux me permettre, vous avez cité l'école de Lausanne. C'est très bien, évidemment, c'est une école incroyable. Nous avons aussi des formations d'excellence chez nous. Alors, vu qu'on est français, au lieu d'en avoir une connue de tous, on en a beaucoup, qui toutes sont excellentes, mais qui ont sans doute un peu moins de force de frappe, en tout cas en image et en impact, que s'il n'y en avait qu'une seule. Donc on essaye de structurer ça avec un travail sur les formations, la conférence des formations d'excellence en matière de tourisme, un peu sur le principe de la conférence des grandes écoles, pour qu'il y ait un travail commun et qu'on puisse avoir là-dessus un lien. Je pense que ce serait extrêmement opportun, si vous le jugez positif, de pouvoir travailler aussi là-dessus, parce que vraiment, c'est des métiers magnifiques, c'est des jeunes extraordinaires, avec de l'emploi à la clé. Et le tourisme, on le rappelle peut-être pas toujours assez, mais c'est 2 millions d'emplois, 8% de notre richesse nationale, et de la création de richesses et de valeurs partout dans nos territoires. Merci à vous pour le travail que vous faites. J'ai trouvé une citation que je vous livre, parce que je l'ai trouvée très juste et je crois reflétant bien l'esprit. Oui, peut-être, j'essaye. C'est John Ruskin, britannique, qui écrivait ceci, qui vraiment, je trouve, reflète aussi l'esprit de vos travaux. Le principe des temps modernes consiste d'abord à négliger les édifices, puis à les restaurer. Prenez soin de vos monuments et vous n'aurez nul besoin de les restaurer. Merci à vous. Vous avez encore 5 minutes ? On peut donner quelques questions à la salle, c'est sympathique.
Bien, Monsieur le ministre nous fait la gentillesse de rester encore quelques minutes. Alors n'hésitez pas à lui poser des questions. Ne lui demandez pas s'il peut débroussailler votre problème d'abord de monuments historiques ou de subvention de monuments historiques. Vous l'avez bien compris. Donc restons sur des sujets de sa compétence. Mais je crois qu'il y a plusieurs pistes qui ont été ouvertes. Je voulais ajouter, Monsieur le ministre, que nous avons, en matière de formation, et vos services, Atout France ou autres, y participent régulièrement, environ 6 séminaires de formation par an. Alors en formation continue pour nous tous, malheureusement encore un peu trop à Paris, on en a eu un seul à Lyon cette année. On essaye de les décentraliser, mais la formation mais pas uniquement des plus jeunes, de nous tous, est au cœur de nos préoccupations. Voilà. Donc ça, je crois que nous convergeons, et j'ai noté beaucoup de thèmes sur lesquels, avec votre cabinet et vos services, on essaiera de se rapprocher. Je reconnais que c'est vrai qu'on a eu plus le réflexe ces dernières années de travailler avec la culture, Bercy, les questions du ministère de la Justice pour tout ce qui est code civil et autres. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez travaillé, mais on va réparer ça. Quelques questions. Roger Couffin, peut-être. Vous levez, c'est peut-être mieux comme ça, voilà. Roger Couffin, la Constantinière. Bonjour, Monsieur le Ministre. Vous avez sur votre chevalet, dans votre titre, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement industriel. D'accord, ben oui. C'est le développement international. Je n'avais pas fait attention, mais voilà. Donc je ne sais pas si la question tient encore ou pas. Je pense qu'elle peut tenir. Je côtoie personnellement, dans mon métier, le monde de l'industrie. Et tantôt de l'industrie légère ou de l'industrie lourde. Qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre? C'est le montant des investissements et le ticket d'entrée financier. Il me semble, quand je vois un certain nombre de nos monuments historiques, que les investissements qui sont nécessaires, à la fois pour les restaurer, pour les gérer et surtout pour en assurer la promotion, c'est beaucoup plus proche de l'industrie lourde que de l'industrie légère. Et alors, votre gouvernement, la Cour des comptes vient de le saluer, l'un des beaux succès, peut-être rares de votre gouvernement, c'est la création... Attention, parce que si vous faites de la politique, je sais faire aussi. Je n'en doute pas. C'est la création de cet outil merveilleux qu'est la BPI. Remarquable outil de cette banque publique donc, qui accompagne les industriels. Pourquoi nos monuments, par l'ampleur des investissements qu'ils requièrent, ne pourraient pas recourir à cet outil de la BPI qui a montré son efficacité et qui accompagne, je crois, la performance de très très nombreuses entreprises? Alors, moi je suis prêt à regarder ça. Pas à vous dire maintenant oui, pas de problème, ce sera fait, mais à regarder sans aucun problème. Parce que parmi les nombreux succès de ce gouvernement, il y a cette BPI dont le rôle, et qui se déploie maintenant dans les régions, dont le rôle est justement d'apporter cet effet de levier et de dire c'est pas le gouvernement qui va régler tous les problèmes ou tel aspect ou telle baguette magique, mais au contraire, c'est des dispositifs qui, près du terrain, vont accompagner les porteurs de projets et les investisseurs. Donc, encore une fois, moi, je suis prêt à regarder ça et à voir s'il y a moyen de bouger. Je ne veux pas vous promettre plus aujourd'hui parce que ce ne serait pas honnête, mais aucun problème pour regarder ça. Oui, monsieur. Bonjour. Pour aller un peu dans votre sens, Thibault Lemarié, Château de la Masure, on a été accompagné par la BPI. Donc ça prouve ça. L'enjeu, et je fais partie du groupe des jeunes repreneurs, et c'est un peu le principe, c'est qu'on essaie de mettre vraiment un business model derrière le patrimoine. Non pas pour le parasiter ou pour renier un peu son existence, mais au contraire pour le faire aller plus loin et pour l'adapter aujourd'hui. Et nous avons développé une solution en ligne, etc. Et la BPI nous accompagnait avec une subvention innovation de 30 000 €. Alors, certes, ça ne permet pas de refaire une aile, etc. Mais néanmoins, en ayant un dossier structuré, on arrive à pouvoir se faire accompagner. Et ce n'est pas la seule aide publique qu'on a reçue. Donc, de ce côté-là, on arrive quand même à certains succès. Voilà, un témoignage. Merci Thibault pour ce témoignage intéressant d'un de nos jeunes repreneurs dynamiques. Vous voyez. Allez, encore d'autres questions. Le président européen veut intervenir. Pas de demande de subvention. Merci Président, merci Monsieur le secrétaire d'État. Vous savez que c'est une joie et un honneur pour un étranger de venir ici en France. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes les meilleurs, tout le monde vous admire. Si, Monsieur le ministre, ne dites pas non, je sais de quoi je parle. Je m'occupe de 25 pays européens et tout le monde est admiratif de ce qu'attire la France. Vous êtes les meilleurs, vous attirez aussi un petit peu la jalousie. C'est normal.
Mais le fait est d'être le meilleur, les retombées économiques, vous en avez parlé, je ne vais pas parler pour la France, mais pour les 28 pays d'Europe, tenez-vous bien, les crayons de zéro, c'est 335 milliards d'euros par an de rentrée pour les États membres de l'Union européenne. Vous avez parlé de jobs, c'est 9,2 millions de jobs directs et indirects par le patrimoine européen culturel, public ou privé. Alors ça donne des responsabilités, et j'ai entendu ce matin quand même beaucoup de larmes, et on attend toujours d'avoir de la part de la France d'énormes sourires parce qu'elle le mérite et parce que les Français ont vraiment un patrimoine extraordinaire. Hier, je marchais le long des Champs-Élysées. Eh bien, il y avait des Asiatiques. On dit que les Asiatiques ont des yeux fermés. Je peux vous dire que les yeux étaient grands ouverts, d'admiration pour ce qu'ils voyaient hier soir à Paris. Alors, je voulais juste vous dire une chose. Il y a les jeunes, on en a parlé tout à l'heure. J'ai déjeuné encore avec un jeune. C'est des jeunes qui ont des idées innovatrices, ce sont des entrepreneurs. Hein, dans les jobs, il faut vraiment compter sur eux. Et la deuxième chose, je n'ai pas entendu parler de cela aujourd'hui, le gouvernement européen, les conseils des ministres, vos ministres, la Commission, les fonctionnaires et le Parlement récemment ont décidé, pour la première fois, de parler de l'importance du patrimoine culturel et touristique, au point de vue culturel, mais au point de vue argent aussi. Donc, des politiques, on attend des mots, et on attend des actions. L'action, monsieur le secrétaire d'État, arrive en 2018. C'est demain. Donc l'Europe a décidé que 2018 serait l'année européenne de la culture. Alors la question que je me propose de vous poser, et je n'attends pas de réponse, c'est celle, est-ce que la France, premier pays de touristes au monde, va faire quelque chose en 2018 pour encourager d'abord les propriétaires qui sont ici, et deuxièmement, pour attirer encore plus de touristes qui vont dépenser encore plus et qui vont rendre les propriétaires de châteaux très heureux. J'ai entendu un chiffre et je dis, il y a 1000 châteaux en France, beaux châteaux, qui sont à vendre. Ouais. Et quand mes membres viennent visiter la France et pour passer des bons repas, ils voient quand même des châteaux qui sont vides. Et ça, c'est des larmes pour vous, comme pour moi. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président, pour d'abord ce plaidoyer européen et très français. Et j'imagine pas une seule seconde que notre pays passe à côté d'une échéance comme ça. Donc, évidemment, il faudra voir comment déployer de nombreuses actions. Non, mais c'est des moments très importants. Sur le tourisme et le lien avec le patrimoine, nous avions mis en place l'opération Goût de France, qui était dans le monde entier des chefs français et internationaux qui présentent des repas gastronomiques à la française, dont je rappelle accessoirement qu'il a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, sur proposition notamment de Jean-Robert Pitt. Et donc, il y a le patrimoine matériel, il y a le patrimoine immatériel, et tout cela contribue aussi à l'imaginaire et à façonner les esprits, à façonner les rêves, et vous y participez grandement. Donc oui, il faut travailler là-dessus. Nous avons d'ailleurs décidé que cette opération devait être plus liée avec la fête du patrimoine et qu'il fallait faire le lien entre patrimoine matériel et immatériel. Donc cette année, on sera certainement une grande occasion. Allez, encore une question et puis on libère, ou deux, allez, maximum. Monsieur et puis monsieur. Et après... Bertrand Vieillard-Baron du Lot-et-Garonne et souvent en contact avec notre ministre aujourd'hui. Je voulais parler un tout petit peu de la France rurale et en particulier des besoins de redynamiser le tourisme dans des régions qui ont des monuments et qui ne sont pas obligatoirement actuellement très bien fournis pour des tas de raisons, parce que les touristes ont déserté, parce qu'elles n'ont pas su faire de la publicité suffisamment, etc. Vous avez parlé tout à l'heure d'un fonds de 1 milliard d'euros qui devra être abondé par des tas de façons. Est-ce que ce fonds, à un moment où, notamment, les communes sont en train de se regrouper en communautés de communes élargies, est-ce qu'on peut imaginer qu'au niveau de ces communautés de communes élargies, il y ait des projets qui se montent et qui soient proposés à votre autorité dans des conditions qui seraient à définir, bien entendu? La réponse est simple, oui. Oui, bien sûr. Après, on peut échanger plus précisément sur les critères, mais le fonds est là pour ça. Et ce n'est pas ce fonds-là qui va lui-même créer les projets, mais il va soutenir les projets qui existent. Et vous parliez de la France rurale et de la nécessité de faire vivre, en particulier peut-être dans cette France-là, les demeures historiques. C'est ce que vous faites chez vous, dans typiquement un département qui ressemble à ce que vous avez dit, c'est-à-dire avec un potentiel touristique, mais
beaucoup de travail à faire pour le valoriser. Je suis vraiment convaincu que grâce à vous, grâce à d'autres aussi, mais grâce aux travaux que vous menez, la diversification et la diversité du tourisme qui est possible en France sera demain encore plus grande. Et vraiment, un des attraits de notre pays en matière touristique, c'est sa diversité absolue. Vous voulez aller à la campagne, à la ville, faire de la culture, de la nature, du sport, pas de sport, etc. Tout ça peut être fait. Et les formes d'hébergement, y compris ce qui peut être insolite ou original, prestigieux, etc., est de plus en plus apprécié. Et les enquêtes qui montrent au niveau européen que 8 Européens sur 10 veulent changer de rythme de vie. Et quand ils disent changer, ça veut dire ralentir un peu et aussi aller sur plus d'authenticité. Tourisme rural, œnotourisme, tourisme, slow tourisme, comme on dit en bon français. Le lien qu'ont fait certaines régions, qui ont été précurseurs là-dessus entre patrimoine et cyclisme, et comment découvrir le patrimoine à vélo. Bon, tout ça, c'est pour demain des leviers de développement extraordinaires et qui, sans vous, évidemment, ne pourront pas se développer. Allez, une dernière question, monsieur. S'il y a un micro. Ah ben alors, Président, Monsieur le ministre, je voudrais vous adresser 2 requêtes qui ont l'avantage de ne rien coûter. Mais ce sont en même temps 2 réclamations. Je suis le délégué de la demeure historique pour la Charente et des adhérents se plaignent de 2 choses. La première, c'est que la région a fait une carte touristique, mais en ouvrant la carte, les adhérents ont constaté que leurs monuments n'y figuraient pas. La région a expliqué ça en disant qu'ils avaient moins de 15 000 visiteurs. Mais s'ils ont 12 000 visiteurs et s'ils ne sont pas sur la carte, ils n'ont aucune chance d'avoir 15 000 visiteurs. Et nous sommes dans ce genre de département un peu excentré. Malheureusement, on n'est pas au bord de mer. La deuxième aberration, c'est qu'à un moment donné, un chemin de halage a été transformé en balade piétonne et certains monuments, les monuments privés, n'y étaient pas. Réponse de l'administration, on ne peut pas faire bénéficier les propriétaires privés de l'argent public qui a servi à publier les brochures. On marche sur la tête. J'en déduis que ça doit exister dans d'autres régions aussi, mais des applaudissements. Non, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se voir dans un cadre régional pour regarder ça. Je ne veux pas tout mélanger ici, mais je suis personnellement à votre disposition pour qu'on regarde ça. Au-delà de ça, Monsieur le Ministre, j'ai une question à vous poser en matière de signalisation routière, puisque le point que vous évoquiez, monsieur, à propos des 15 000, 12 000, on le retrouve dans beaucoup de départements. Alors vous allez me dire c'est la politique des départements, mais là je crois que votre ministère ne peut pas rester insensible. Mais l'aberration qu'évoque monsieur, il nous est souvent objecté pour avoir droit à des panneaux en disant mais en dessous de 15 000, 20 000, peu importe le chiffre, vous n'y avez pas droit. Or c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais augmenter, donner une image de densité patrimoniale d'un territoire si on ne fait pas un effort. Quel est le rôle qu'a l'État sur ce type de sujet ? Est-ce que c'est complètement dépendant des seuls départements ou est-ce que votre ministère peut avoir une impulsion sur un sujet comme celui-ci qui est très important ? Parce qu'il y a le virtuel, le geek, mais pour aller quelque part, il faut bien des panneaux. Alors là-dessus, il y a une part très importante qui relève du niveau local. Mon ministère n'a aucun service travaillant directement là-dessus, mais évidemment, il peut avoir un rôle d'impulsion, de travail, etc. Donc on peut travailler là-dessus ensemble. Je n'aurai pas, moi, le levier direct, mais peu importe. On essaiera d'activer d'autres leviers. Moi, je suis très vraiment sur cette question. Je suis élu du Lot-et-Garonne, et c'est un département qui souhaite se développer sur un plan touristique avec beaucoup d'atouts extraordinaire, mais qui n'est pas aujourd'hui un grand département touristique, au titre où le sont certains départements voisins. Et donc je vois parfaitement ce que signifie partir en n'étant pas tout de suite au top du développement, mais vouloir y atteindre. Et quand il y a plein d'obstacles et de barrières, c'est vrai que ça peut décourager, donc il ne faut pas se décourager, et on va regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Allez, la toute dernière question, si vous voulez bien, monsieur. Il n'y a pas de micro. Louverné de Miramont, Château de Pestel, Cantal. Moi, je voudrais poser une question qui est dans le droit fil des préoccupations précédentes. Je suis là.
Oui. Mais on vous voit. Dans le droit fil des préoccupations précédentes, c'est quel est votre rôle vis-à-vis des comités départementaux du tourisme, vis-à-vis des offices du tourisme qui n'ont pas forcément la bonne politique adaptée aux territoires très ruraux en matière de développement touristique? Est-ce que vous avez un rôle, une responsabilité dans l'action des comités départementaux touristiques? On vous voit, mais là, c'est l'écran. D'accord. On est ici, en fait. D'accord. Voilà. Alors, non, les offices et les comités départementaux du tourisme sont des instances locales. Donc, c'est pas là-dessus, il n'y a pas de prise du gouvernement, si ce n'est pour fixer légalement le cadre de leur travail, etc. Mais s'il y a des problèmes constatés ou s'il y a de manière transversale des problèmes qui se posent partout, évidemment, on peut les relayer. Moi, je réunis régulièrement les responsables des comités, les vice-présidents de région en charge du tourisme, etc. Donc, il y a des messages aussi qui peuvent être passés. Mais dans ces comités, il y a aussi beaucoup de choses qui se font quand même avec beaucoup d'énergie et d'esprit de terrain, etc. Bien, mais il me reste à votre nom à tous et en mon nom personnel à remercier très chaleureusement M. Mathias Fekl d'avoir pris de son temps. Il est précieux entre un rendez-vous important et son Lot-et-Garonne préféré. Et je crois qu'il nous a ouvert beaucoup de champs d'action avec ses services et nous ne manquerons pas de répondre à l'appel. Je crois que c'est dans les situations de crise comme celle que nous vivons, parfois les opportunités sont nouvelles et je crois que nous avons dans la gestion de nos monuments l'habitude de ce genre de rebond. Voilà. Merci de rester assis. Enfin, vous pouvez rester debout, mais vous pouvez vous lever, mais de ne pas sortir de la salle. Voilà. Je raccompagne Monsieur le Ministre.